Alors, comment on articule justement tout. Alors, c'est bien parce que en fait, vous me faites intervenir à la fin où de nombreux intervenants ont parlé avec différentes approches et différentes typologies d'étudiants. Je ne sais pas si vous voyez le PowerPoint parce que je ne le vois pas. Vous l'avez, vous, à l'écran? D'accord. Alors en fait, l'action publique, qu'elle soit locale dans vos établissements ou qu'elle soit ici en administration centrale, on vise la même chose. Nous, on est parti, vous voyez, de la discrimination. Alors, ça fait du lien avec ce que vient de dire Pierre à l'instant, des notions de discrimination qui sont posées déjà dans le code pénal, et il y a 25 motifs de discrimination. Donc, on peut passer à la suivante. Je ne vais pas vous les lire, ça n'a pas forcément de sens, mais la logique de notre action publique, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'au centre, vous avez un étudiant qui a des besoins. Alors j'ai mis une flèche en dessous pour faire référence à Chantal Jacquet, que vous connaissez peut-être, qui est une enseignante-chercheuse philosophe, et qui justement montre bien dans son travail que souvent le jeune est dans une phase parfois d'attraction, c'est-à-dire j'ai envie d'y aller vers l'enseignement supérieur, mais aussi parfois il y a des choses qui le retiennent et qui fait que j'ai un peu de mal, je vais pas y arriver, j'ose pas, voilà. Donc on est dans cette tension, j'y vais, mais d'un autre côté, je suis pas sûr de vraiment vouloir y aller, voilà, je me cherche. Et néanmoins, donc il a des besoins, et des besoins qui varient en fonction de l'étudiant. On a vu 5 exemples, je dirais, avec les interventions précédentes. Donc l'origine du besoin de l'étudiant, elle peut être économique. Voilà, on peut avoir des bourses sur critères sociaux qui peuvent l'aider. Mais elle peut être sociale. Ça, c'est un peu les questions d'autodétermination qui fait que, ou d'autocensure plutôt, qui ont été évoquées tout à l'heure, par exemple, ou d'autres problématiques liées à la langue. On l'évoquait avec des étudiants étrangers, par exemple, qui viendraient et qui n'auraient pas une maîtrise de la langue suffisante. La dimension culturelle, je ne vais pas vous les passer tous ça, parce que vous êtes capable de les lire, mais la dimension culturelle qui fait qu'aussi parfois on ne s'autorise pas, on s'interdit. La dimension géographique, ça c'est les campus par exemple, qui peuvent être une réponse justement à cette problématique distancielle. On a parlé des sportifs de haut niveau, on voit bien que la problématique du sportif, très souvent c'est une problématique temporelle, c'est-à-dire que lui, il a d'autres contraintes qui fait que du coup ça va être compliqué. Voilà, je ne vais pas tous les évoquer, mais quand même la dimension académique aussi, qui est quand même un gros facteur d'explication. C'est-à-dire que en fait, eh bien, l'étudiant peut avoir, surtout maintenant avec la modularité du baccalauréat par exemple, avoir acquis certaines disciplines, maîtriser certaines disciplines et pas d'autres. Et du coup se retrouver dans une formation où il va avoir des lacunes. Et ça, c'est par exemple les licences aménagées, ce qu'on surnomme parfois les WICI, qui peut être une réponse justement à cette question-là. Donc vous voyez, notre action publique, elle travaille autour de cette notion de besoin. Quels sont les besoins de l'étudiant et comment on y répond? Alors vous avez un cadre réglementaire qui existe, voilà. Je vais passer rapidement parce que vous le connaissez, c'est le régime spécial d'études qui est posé par la loi, vraiment, et qui nous rappelle que nous, établissements d'enseignement supérieur, nous devons aménager l'organisation, le déroulement des études, parce qu'il y a les droits communs, les droits de tous, mais il y a aussi des droits spécifiques. Et d'emblée, elle précise déjà, cet article L611-11, il précise quels sont les étudiants qui peuvent bénéficier de ces aménagements. Alors vous avez une liste, vous voyez, c'est déjà donc ceux qui sont engagés sur un plan je dirais engagement justement, ou un plan salarié, ou un plan militaire. Vous voyez, il y a différentes versions, différents éléments. Et puis il y a un deuxième article qui est le 612-3 qui là aussi parle cette fois-ci, c'est plus le droit au réexamen, c'est-à-dire que j'ai voulu rentrer dans l'enseignement supérieur, je n'ai pas pu pour X raisons. Et bien du coup il y a un droit au réexamen. On peut, l'autorité académique, donc en l'occurrence c'est le recteur, peut réétudier votre situation et au regard de certaines situations, finalement, vous permettre d'accéder à cet établissement d'enseignement supérieur. C'est souvent des questions liées à l'état de santé, vous voyez, au handicap, les sportifs de haut niveau, les chargés de famille. On peut passer à la diapo suivante. Ça, c'est la loi. Mais comme la loi est très très générale, vous voyez, là, on ne balaye pas l'intégralité des profils dont on a parlé déjà tout à l'heure. Et bien, du coup, on descend d'un degré, on va vers le règlement. Ce sont des arrêtés signés par la ministre de l'Enseignement supérieur. Et là aussi, il y a 2 arrêtés essentiels. Je dirais le plus ancien, c'est celui de 2014, qui, au dehors des profils que j'ai déjà présentés tout à l'heure, rajoute d'autres profils d'étudiants. Vous voyez, les femmes enceintes, engagées sur plusieurs cursus. Et puis, il y a aussi cette terminologie intéressante qui est la terminologie besoin particulier.
parle pas d'étudiants empêchés, ça n'existe dans aucun règlement, aucune loi, mais on parle de besoins particuliers. Et cette terminologie, elle est intéressante parce qu'elle est très très ouverte en réalité. Donc derrière le besoin particulier, vous pouvez faire rentrer de nombreux étudiants. Et c'est exactement d'ailleurs ce que fait l'Université de Grenoble, qui a justement, et c'est l'une des rares en France, je crois qu'il y en a 3 établissements français qui ont vraiment créé un service d'accompagnement des étudiants à besoins particuliers. Alors après, il y en a d'autres qui fonctionnent avec une autre organisation, avec un service pour les étudiants en situation de handicap. Après, parfois, ça se décline au sein des composantes. Mais Grenoble a vraiment ce service-là et qui, du coup, prend en charge les sportifs de haut niveau, les artistes qui vont pouvoir venir. Et là, ils vont bénéficier d'aménagements. Alors, les aménagements, et Anne-Sophie les a évoqués, donc je ne vais pas revenir dessus. Vous voyez, on joue sur le temps, on joue sur le contrôle des connaissances, sur la durée du cursus. Et puis, le texte pose explicitement cette possibilité d'enseignement à distance. Donc, c'est intéressant, ça fait vraiment du lien avec la FIED et votre action. C'est qu'une des modalités, je dirais, d'aménagement ou d'adaptation du parcours du jeune, c'est la formation à distance. Ça ne veut pas dire que ça doit être la seule, bien évidemment, mais en tout cas, c'est une modalité. Et ce dernier texte, qui est plus récent, qui date de 2019, insiste sur les conditions de scolarité et sur cette question aussi d'assiduité. Et en ouvrant, vous voyez même, à d'autres profils d'étudiants qu'on n'avait pas envisagés préalablement, les étudiants en période de césure et les étudiants aidants familiaux. Et ça, c'est intéressant. Du coup, c'est une action politique que nous conduisons beaucoup à l'heure actuelle parce qu'il y a une stratégie qui est en train de s'élaborer pour les jeunes aidants. Et les jeunes aidants, ce sont souvent des étudiants qui eux-mêmes s'ignorent en tant que jeunes aidants. Donc, vous comprenez la complexité d'aller les chercher et d'aller les aider si eux-mêmes ne savent pas que grâce au fait qu'ils accompagnent un parent, par exemple, en maladie grave ou lourde, ou un frère ou une sœur qui est, par exemple, en situation de handicap. Ça, c'est une complexité qui fait que très souvent, certains lâchent leur formation, lâchent leur parcours, ou alors vont avoir un parcours un peu chaotique. Et bien, du coup, eux aussi, ils doivent pouvoir bénéficier de ces aides. Alors, pour terminer, quelles sont nos actions? Je dirais qu'elles sont de 3 ordres. Soit c'est un cadrage national, comme ce que vous avez pu voir, aussi bien au niveau législatif qu'au niveau réglementaire, mais parfois au niveau plus fin, au niveau circulaire. Comme l'évoquait Anne-Sophie, nous avons publié tout récemment une circulaire sur les sportifs de haut niveau. Nous avons une seconde sur les étudiants en situation de handicap, et nous en avons d'autres en préparation. Ça, c'est un premier axe qui vous permet à vous, établissement, de vous aider dans le cadrage national. Et puis, un deuxième axe, c'est création d'outils mutualisés. Alors, généralement, on se tourne vers les établissements. Évidemment, on monte un groupe de travail et on va élaborer un outil qui va pouvoir être partagé, comme ce qui a été aussi évoqué sur les artistes. Et ça a été notamment élaboré en partenariat avec Grenoble, donc que je remercie beaucoup. Et notre guide est en cours de finalisation. Il devrait pouvoir paraître, nous l'espérons, au printemps 2023. Et le troisième axe, évidemment, tout ceci ne peut se faire que si l'ensemble des acteurs coopèrent. Ça, vous le vérifiez vous aussi sur le terrain. Si vous ne mettez pas autour de la table l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire collectivités territoriales, établissements d'enseignement supérieur, parfois ça peut être aussi des acteurs du soin, par exemple, mais ou des acteurs du sport, ou des acteurs de la pénitentiaire. Vous voyez, si on ne met pas ces acteurs-là, l'ensemble des acteurs autour de la table, nous n'arriverons pas à atteindre notre cible. Donc c'est vraiment l'objectif de ce travail coopératif. Voilà. Merci Alain pour cette prise de hauteur sur les enjeux de l'ouverture au public empêché, même si le terme peut être discuté. Je propose à la salle, si quelqu'un a une question spécifique pour Alain Bourse sur les enjeux, sur les aspects de cadrage, ou à un autre intervenant. Ah, vous pouvez. Hein. Vous pouvez même être impertinent. Merci. Oui, bonjour. Donc, ma question, c'est au dernier intervenant.
je voulais vous poser la question sur la politique de l'inclusion d'Erasmus+ et la France. Est-ce que vous avez identifié des chantiers où la France est un petit peu en retard par rapport à ce qui est demandé dans l'Erasmus+? Quel est votre regard par rapport à d'autres pays européens et ces stratégies d'inclusion? Merci, j'entends la question. Alors, derrière le terme inclusion, comme vous avez vu, on met de nombreux étudiants avec des profils très très différents. La France a signé et ratifié certains textes internationaux. Je peux citer notamment la Convention internationale du droit des personnes en situation de handicap. Et en 2021, oui c'est ça, elle a été auditionnée par l'ONU sur cette dimension-là, puisque régulièrement l'ONU auditionne tous les signataires des conventions internationales. Et dans ce cadre-là, je suis assez d'accord avec vous, je faisais partie de la délégation, donc on parlait, la France a été un petit peu rappelée à l'ordre, en disant que, ok, il se passe des choses en France, c'est bien, mais peut-être que vous n'allez pas assez loin dans votre action. Sur cette dimension handicap, par exemple, ce qui nous a été clairement reproché, c'est une entrée qui est une entrée trop médicale. Et c'est vrai que, vous voyez, dans ce que je vous ai présenté, je n'ai pas présenté une entrée médicale parce que c'est un changement de paradigme qui n'est pas si simple que ça à faire. Alors vous dites que d'autres pays sont plus avancés sur ces questions-là. Je mettrai un bémol aussi, hein, ça dépend lesquels, hein, pas tous. Effectivement, pour moi, le concept, c'est de partir du besoin d'une personne, du besoin de l'étudiant. Et à la limite, on s'en fiche de savoir si cette personne, elle est dyslexique, trouble du spectre de l'autisme, ou si elle a des troubles des fonctions cognitives ou pas. Ce qui nous intéresse, c'est quels sont ses besoins. Et du coup, quelles sont les réponses à ces besoins. Et je peux vous donner une illustration très simple d'une université où je reviens, parce que la semaine dernière, j'étais à Bordeaux, où on a monté des journées nationales là-bas. Et justement, ce que j'ai trouvé intéressant dans le choix de Bordeaux, c'est qu'ils ont créé, comme je vous le disais tout à l'heure, un service qui s'appelle Phase, mais c'est un service besoin particulier. Et donc, ça veut dire qu'un étudiant qui vient sonner à la porte de ce service, il dit voilà, j'ai des contraintes. Alors que je sois en situation de handicap, que je sois sportif, que je sois chargé de famille, que je sois étudiant artiste, voilà, on s'en fiche. Et à partir de là, l'université de Bordeaux regarde les contraintes de l'étudiant et du coup lui apporte des réponses. Et les réponses peuvent être les mêmes. Que vous soyez sportif parce que vous allez à l'autre bout de la planète et que du coup vous ne pouvez pas suivre en présentiel parfois le cours, eh bien du coup ce qui est important, c'est que néanmoins le cours vous puissiez l'avoir, qu'il puisse y avoir un partage, qu'il puisse y avoir un preneur de notes, que ce preneur de notes qui partage les notes avec un étudiant en situation de handicap ou un sportif de haut niveau, on s'en fiche. Donc voilà, donc c'est vraiment ce que nous souhaitons faire. Alors j'entends, je suis d'accord avec vous, nous avons encore du chemin à faire, tout n'est pas parfait encore aujourd'hui, mais c'est d'ailleurs, et je remercie la FIED justement de l'organisation de cette rencontre aujourd'hui sur cette thématique, parce que c'est vraiment ça. Le cœur de notre sujet, c'est arriver à faire du particulier avec une massification des étudiants, ce qui n'est pas très simple, mais c'est vraiment ce qu'on souhaite et ce qu'on souhaite atteindre. Merci. On a une deuxième question dans la salle. Si on peut avoir une réponse courte, mais on aura le temps dans la déambulation pour des échanges. Alors, très très rapidement, juste vous dire que je suis donc Julien Velten, le proviseur de l'unité pédagogique régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Donc j'ai en charge la scolarisation des personnes détenues sur les 18 établissements pénitentiaires de la région. Je suis très heureux d'avoir été invité ici et de pouvoir partager cette journée avec tous. Et je tiens à remercier l'Université Grenoble-Alpes, qui est vraiment un partenaire capital pour nous, au-delà même de son territoire, je dirais, géographique basique, si on parlait de l'Académie de Grenoble. Simplement, j'entends la volonté de tous de raccrocher les personnes détenues qui poursuivent un parcours supérieur à une vie étudiante, et je comprends donc que c'est pour cela qu'elles n'ont pas été exonérées du CVEC,
puisque leur place sur le campus, effectivement, leur a été ainsi réservée. Plaisanterie à part, c'est une vraie difficulté pour nous. Vous parliez des difficultés financières. Payer un CVEC pour une personne détenue, c'est parfois ne pas pouvoir étudier tout simplement. Je crois que là-dessus, même si les personnes détenues ont été oubliées par le législateur, elles ne l'ont pas été par vos universités qui bien souvent leur accordent ponctuellement des exonérations, et de cela aussi, je tenais à vous remercier. Et j'espère que les questions que nous nous posons, nous allons pouvoir justement faire de beaux supports d'échange tout au long de cette journée. Je vous remercie. Merci. C'était pas tout à fait une question, mais une petite alerte. Je pense que les collègues... Voilà, je connais Julien, que je salue au passage, et nous avons dernièrement fait une rencontre justement avec l'ensemble des proviseurs du PR pour pouvoir voir quels étaient le besoin local. J'entends la question, hein, elle est effectivement, c'est un blocage, mais vous voyez, parce que la logique en fait de la CVEC, c'est que c'est une taxe affectée. Une taxe, personne n'est exonéré des taxes. C'est comme la CSG, tout le monde paye la CSG. Donc que vous soyez détenu ou pas détenu, vous la payez. Et en plus, un détenu, si je vous donne cet exemple, aujourd'hui il est détenu, mais en plus c'est un jeune, généralement la durée c'est 3 mois, après il sort et il va à l'université. Donc ça veut dire qu'il va finalement bénéficier, si vous voulez, des services vie étudiante, et donc il en aurait été exonéré. Donc on a entendu la question, vous inquiétez pas, on va y travailler, mais vous voyez, ce n'est pas si simple que ça.